Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce vendredi 10 janvier. Ce soir, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé hier à Saint-Herblain. Le fameux spectacle de Dieudonné a finalement été annulé après avoir été brièvement reprogrammé dans l'après-midi. Alors comment une décision de justice peut-elle en supprimer comme ça une autre aussi rapidement? Eh bien les explications, c'est dès le début du journal. Ce soir également, la présentation d'un des deux projets déposés pour les futures éoliennes au large de l'Île-Dieu et de Noirmoutier. La rencontre avec les proches de Bruno Seillet et d'Éric Bernard alors que les deux Vendéens sont actuellement en plein Dakar. Et puis une très belle exposition, assez exceptionnelle d'ailleurs. À la médiathèque de La Roche-sur-Yon ressort le récit original de l'expédition scientifique qui a été menée en parallèle de la campagne d'Égypte de Napoléon. Le feuilleton a agité une bonne partie des médias hier et ce matin, le lancement de la tournée de Dieudonné qui devait se faire hier soir au Zénith de Nantes. Au final, eh bien, la représentation a été interdite quelques minutes à peine avant l'ouverture des portes de la salle. Une décision du Conseil d'État qui a surpris plus d'un observateur. Pierre Delicieux. Une décision en urgence, au dernier moment, contredisant une autre décision, celle du tribunal administratif de Nantes. C'est dans ce contexte que l'interdiction du spectacle de Dieudonné divise. Avec sur le fond une vraie question, au-delà du cas Dieudonné, peut-on restreindre la liberté d'expression a priori? L'enjeu, c'est effectivement de savoir jusqu'où on peut anticiper le propos. Voilà. Et donc si vous tenez des propos condamnables, vous serez condamné. Mais ce n'est pas parce que vous les avez tenus une fois que vous allez les retenir derrière. Et donc, si on s'en tient à cette ligne-là, la logique institutionnelle aurait, à mon sens, voulu qu'un huissier soit mandaté pour assister au spectacle, autorisé par le juge administratif de Nantes, et que, sur la base de son constat, le cas échéant, des poursuites soient engagées contre l'auteur, si tant est que les propos qu'il avait tenus méritaient des poursuites. Bref, jusqu'où aller si l'on anticipe un propos? C'est la première des difficultés d'interprétation. Autre problématique, au-delà du traditionnel trouble à l'ordre public, le Conseil d'État retient également l'atteinte à la dignité humaine. Un motif également sujet à interprétation. On a une décision qui est a priori fondée sur l'atteinte à la dignité humaine. Donc c'est quelque chose de nouveau, ça va être débattu. Vous avez un certain nombre de règles de droit qui encadrent l'usage de la liberté d'expression. Le plus connu, c'est la diffamation. C'est-à-dire qu'on peut dire les choses dans les limites de l'absence de diffamation. On peut dire les choses dans les limites de l'absence d'insultes, d'injures, d'atteinte à l'honneur. On peut dire des choses dans la limite de l'interdiction de tenir des propos discriminants, racistes, antisémites ou autres. Une décision en référé n'est pas censée faire jurisprudence. Dans les faits, il faudra bien clarifier cet encadrement de la liberté d'expression. Et puis ce soir, le Conseil d'État a une nouvelle fois interdit le spectacle de Dieudonné. Réussite, insertion, solidarité et coopération. Le recteur de l'Académie présentait ce midi les grandes orientations éducatives d'ici à 2017. 4 grandes lignes qui vont maintenant être déclinées en actions concrètes dans les établissements. L'idée, c'est principalement de réussir à réduire le nombre de jeunes en décrochage scolaire. Dans une académie qui réussit, on risquerait peut-être encore plus de passer à côté de ceux qui ont des difficultés. Donc il faut une vigilance de tous les instants par rapport aux premiers signes de décrochage, aux premiers signes d'absentéisme. Et ça passe d'abord dans la classe, puis aussi dans l'établissement, au travers de tout ce qu'on peut mettre en place. La solidarité, c'est bien ne laisser personne au bord du chemin, c'est-à-dire surtout lutter contre l'absentéisme et le décrochage, parce qu'on sait qu'un jeune qui décroche, un jeune qui sort du système éducatif sans diplôme, c'est un jeune qui aura des difficultés à s'insérer dans la vie professionnelle et peut-être aussi dans la société. En septembre prochain, plus de 300 postes supplémentaires devraient être attribués à l'Académie. Il reste 3 mois avant de savoir qui s'occupera de la construction du parc éolien en pleine mer au large de l'Île-Dieu et de Noirmoutier. Qui le construira, mais aussi qui s'occupera ensuite de sa maintenance. 2 candidats ont déposé une offre, EDF Alstom et GRDF Areva. Ce dernier présentait ce matin son projet à Nantes, un projet qui pourrait créer 130 emplois directs en Vendée et qui s'implanterait à la fois, vous le voyez, ou vous allez le voir, dans le département, avec 2 sites de maintenance et d'exploitation, en Loire-Atlantique avec le port de base et puis dans le nord de la France avec les usines de transformation.
C'est un projet qui est créateur d'emplois naturellement dans la phase de construction qui va durer à peu près 2 à 3 ans à partir de 2018, mais aussi dans la période de maintenance puisque nous allons créer une base à l'Île-Dieu et une base secondaire à Noirmoutier. Donc c'est 130 emplois, plus de 130 emplois directs et plus de 500 emplois indirects qui permettront de trouver pour ces économies, notamment les économies des îles, un nouveau débouché pour les populations et pour les gens qui y habitent. On en parlait il y a quelques jours, Thierry Drapeau, le chef du restaurant étoilé du Logis de la Chaboterie, prend une nouvelle fois du galon. Le Vendéen intègre le cercle plutôt restreint des chefs estampillés relais et châteaux. C'est le premier du département à décrocher une telle distinction et à rejoindre une poignée d'établissements répartis dans le monde entier. Anthony Jamin. Après sa 2e étoile au guide Michelin, après l'ouverture d'un hôtel haut de gamme, le Graal, pour Thierry Drapeau, c'est l'entrée de son restaurant dans le guide Relais et Châteaux catégorie Grand Chef. Une référence d'excellence dans les domaines de la restauration et de l'hôtellerie. Il fait ainsi partie des 500 plus grandes tables du monde. C'est un gros plus, d'autant plus que c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis de longues années. Pour nous, c'est important aujourd'hui de pouvoir promouvoir à travers cette distinction la Vendée. Donc c'est vraiment une fierté et c'est vrai qu'avec ma femme on a travaillé longuement dessus pour pouvoir obtenir cette distinction. Pour le chef étoilé et sa femme Karine, c'est l'entrée dans une nouvelle sphère, celle des Jean Sulpice, Marc Menot, Guy Martin ou encore Gérald de Paseda. La consécration pour Thierry Drapeau qui a effectué jusqu'à présent tout son parcours professionnel dans des établissements estampillés Relais et Châteaux. On a déjà quelques retombées sur 3 semaines d'activité, on a déjà une vraie demande Relais Châteaux. C'est une clientèle qui a l'habitude de tourner d'établissement en établissement. Certainement au printemps, une clientèle étrangère aussi qu'on n'avait pas auparavant. Par la suite, Thierry Drapeau et sa femme ont l'intention d'inscrire aussi leur hôtel 4 étoiles de 14 chambres et son écrin de verdure dans le guide Relais et Châteaux. Et puis il y a aussi ce projet de bistrot qui trotte dans la tête du chef. Bref, tout un programme. Des conditions de course particulièrement difficiles pour les concurrents du Dakar. Il a fait hier en Argentine jusqu'à 47 degrés sur le parcours, une chaleur étouffante qui a contraint les organisateurs à raccourcir l'étape qui était à l'origine la plus longue de la compétition et ce pour réduire les risques de déshydratation. Au final, la remontée du duo Chabot-Pillot se confirme. L'équipage Red Bull est même passé symboliquement hier devant un autre Vendéen, Éric Bernard. Le copilote Bruno Seillet est lui 58e. Des résultats que suivent avec attention tous ceux qui ont pris part au projet Dakar, de près ou de loin. C'est le cas, vous allez le voir, du sponsor du buggy d'Éric Bernard et des salariés de Bruno Seillet. Delphine Ledu. 6 étapes achevées et plus de 4000 km parcourus dans les paysages argentins. La première semaine du Dakar se termine avec de belles performances pour le duo Ronan Chabot et Gilles Pillot, ainsi qu'Éric Bernard posté dans les 20 premières places. Pascal Boutet, ami d'Éric Bernard, suit avec attention ce 36e Dakar. En effet, le chef d'entreprise s'est associé avec le pilote pour la confection du buggy et est aussi l'un des sponsors. L'entreprise est sponsor d'Éric cette année, puisque c'est un projet ambitieux, mais avec un pilote émérite, puisqu'il a quand même un palmarès derrière lui, une expérience, il était motard de haut niveau. Et naviguer seul, il sait le faire. Puisqu'il a d'ailleurs équipé la voiture avec des systèmes de navigation de moto. Très bon départ, on croise les doigts, mais on va les croiser pendant 15 jours encore. Autre Vendéen en lice, Bruno Seillet qui fait équipe avec Bernard Chaubet du Team de Soude. Bruno Seillet n'en est pas à son premier Dakar en tant que copilote. Cordonnier de métier, le Vendéen a l'habitude de s'absenter pour s'adonner à sa passion. Il se prépare assez durement les derniers mois avant le départ, surtout au niveau physique et tout ce qui est logistique, son départ, mettre en place tout ce dont il a besoin. C'est assez inhabituel, dans le genre où on n'a pas toujours un patron qui est copilote sur le Dakar. Encore plusieurs milliers de kilomètres à parcourir pour les 3 Vendéens. Après une journée de repos demain, les pilotes s'aventureront dans les plaines boliviennes.
Et puis à noter que 2 Argentins, un étudiant journaliste et un amateur de course automobile, sont morts hier en marge de la course. Ils n'étaient pas accrédités officiellement pour suivre le Dakar. Leur voiture est tombée dans un ravin. Et puis un motard belge, Eric Palante, s'est tué lui aussi sur les routes de cette 5e étape. Il concourait dans la catégorie motard sans assistance. Beaucoup plus léger, Delphine Ledu nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Delphine. Bonsoir Caroline. Et donc on va ouvrir l'agenda des sports du week-end et on va commencer avec du foot et la reprise du championnat. Oui, ce soir, les Luçonnais qui sont postés à la 13e place affrontent l'équipe de Bourg-Péronat, actuellement 4e. Du côté des Genoux, qui sont 14e, ils se déplacent à la capitale et affrontent le Paris FC. En CFA, après avoir été sortis par Plabennec lors des 32e de finale de la Coupe de France, les Herbiers reprennent leur championnat et reçoivent Pontivy à 18h30. Et ça se passe au stade Massabielle. Alors du basket aussi ce week-end avec samedi de la Nationale 2 masculine. Avec les Luçonnais aussi qui reçoivent Bessac en match retour à 20h, salle des Comets. Du côté des Olonnais, ils affrontent l'équipe de Paula Cortez et ça se passe à la salle Beau Séjour. Et puis après plusieurs semaines de repos, c'est le rugby qui reprend. En Fédéral 3, les 2 équipes vendéennes, le RC Sablais et le FCY, reprennent du service. Dimanche, les Sablais reçoivent Surgères à 15h au stade de la Guérinière. Les Lyonnais se déplacent à Pulborough. Allez, on continue cet agenda Delphine avec du hockey sur glace et l'équipe du Hogli qui joue samedi. 12e match pour les hockeyeurs lyonnais, qui sont toujours 2e au classement. Ils rencontrent Évry samedi et ça se passe à la patinoire Arago. Voilà, et puis on va parler à présent de rink hockey avec l'équipe du Poiré-sur-Vie qui joue un match de Coupe de France et ça, c'est dimanche. Pour les 8e de finale, les joueurs de l'équipe de la Nationale 3 du Poiré-sur-Vie affrontent l'équipe de Nationale 1 de Mérignac. La rencontre se déroule à la salle de Montparière à 14h dimanche et l'entrée est gratuite. Et comme il y en a vraiment pour tout le monde ce week-end dans votre agenda, Delphine, on va s'intéresser maintenant au karaté. Avec le championnat de Vendée de karaté à Aubigny, plusieurs disciplines sont représentées comme le kata et le kumité. Des démonstrations de Krav Maga sont proposées. Ça commence à 9h dimanche au gymnase Omnisport. Et puis on va terminer cet agenda avec un concours de palais. Ça se passe à la Gaubretière. Il s'agit d'un concours de palais en laiton sur plaque en plomb. C'est ouvert à tous les amateurs de palais. L'an dernier, le concours avait réuni près de 140 doublettes. On peut s'inscrire dès 14h et début des concours à 15h. Et je crois que vous faites bien de faire la distinction parce qu'on a plusieurs palais en Vendée et on a évidemment beaucoup de spécialistes qui nous regardent. Merci Delphine, on vous retrouve lundi soir évidemment avec 85 chrono. Oui, et nos invités ce seront l'équipe de l'ESO La Roche, l'équipe de football féminine qui joue aussi leur premier match de Coupe de France dimanche à 14h30. Donc si vous voulez les encourager, ce sera au stade de Saint-André-d'Ornay. Voilà, à La Roche-sur-Yon donc. Et preuve qu'il n'y a pas que les garçons qui participent à la Coupe de France. Merci Delphine. Nous, on va continuer avec 2 autres événements qui ne se passent pas en Vendée, mais qui ont un lien avec le département. Le premier, c'est demain, avec le départ de la Grande Odyssée et donc le début de l'aventure pour notre musher de Chaland, Emmanuel Gobert. 760 km, 28 000 mètres de dénivelé en cumulé, ce n'est pas rien. Et puis dimanche, Harald de Sedlacec reprend le flambeau de son père Norbert. Il quitte l'Espagne à bord de Fipoflix et s'engage dans une traversée de l'Atlantique sans escale et sans assistance à bord d'un voilier de moins de 5 mètres. En novembre dernier, c'est des Sables d'Olonne qu'était parti Norbert Sedlacec, mais il avait dû rapidement abandonner la tentative de record suite à des problèmes techniques. Du haut de ses 1,80 m, Sarah vit ce soir ses toutes dernières heures de Miss Vendée. Demain, à Esnay, Sarah abandonnera son titre au profit d'une nouvelle jeune fille. 12 candidates convoitent d'ailleurs ardemment la couronne. Aurélia Horner est allée à sa rencontre pour revenir sur une année de règne. Bienvenue chez moi. Entre ses études de droit et langues étrangères appliquées et son titre de Miss Vendée, en 2013, Sarah n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Une année de découverte, riche en rencontres, chargée en événements. J'ai pu assister à des choses auxquelles j'aurais jamais eu l'occasion d'assister en tant qu'étudiante parfaite anonyme du monde des Miss. J'ai voyagé, j'ai rencontré plein de personnes. Avec l'association des Vendéens de Paris notamment, j'ai fait pas mal de sorties. Embarquée dans une voiture durant le Tour de Vendée cycliste, défilée sur un podium lors de l'élection de Miss Beaujolais, les souvenirs sont nombreux et Sarah les garde précieusement. Voici la caverne aux 1000 merveilles. Et je range mes petites affaires dans cette petite pochette parce qu'il faut en prendre soin. C'est mon petit diadème. Un autre petit souvenir de Miss Vendée 2013 parce que j'ai fait une chorégraphie dans cette petite robe.
J'avais quelque chose à me prouver, je me le suis prouvé, je me suis fait une petite leçon en fait. L'expérience a été fructueuse, on va dire, puisque j'ai vraiment compris pas mal de choses sur moi-même. Car c'est avec encore plus de conviction que Sarah va continuer ses études en droit. Je m'imagine bien avec la toge noire d'avocate. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, de passer des somptueuses robes de soirée à celles plus sobres des hommes de loi. L'élection de Miss Vendée est donc prévue demain soir à Esnay. Et puis je vous le disais avant le reportage, 12 candidates ont été retenues pour participer à l'élection. Je fais de la place, je vous laisse les regarder. Les voici à l'écran. Et puis parmi l'une d'elles se trouve donc Miss Vendée 2014. De la campagne d'Égypte de Napoléon, on connaît surtout la défaite militaire. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est qu'elle était doublée d'une expédition scientifique. 160 savants et artistes qui ont ensuite passé 30 ans à consigner minutieusement ce qu'ils avaient observé au pied des pyramides, des ouvrages à l'origine de l'égyptologie présentés en ce moment à la médiathèque de La Roche-sur-Yon. Grégoire de Châtillon. C'est une fabuleuse aventure que vous allez découvrir. Une aventure qui tient dans un ouvrage de 23 volumes et qui retrace, sur plus de 30 ans de travail, l'expédition d'Égypte conduite par Napoléon. Cet ouvrage est distribué donc en 3 parties, à savoir l'Antiquité, l'État moderne et l'histoire naturelle. L'Antiquité, eh bien, on va décrire tous les trésors donc, de l'Égypte antique et la civilisation égyptienne. Dans l'État moderne, on va retrouver donc, une photographie donc, de l'Égypte à la fin du XVIIIe siècle. Et l'histoire naturelle donc, fait la part belle à la faune, à la flore et aux minéraux donc, on a pu découvrir en Égypte. Cette exposition raconte très bien l'histoire de ces 167 scientifiques qui, pendant 3 ans, vont découvrir la civilisation égyptienne. Cet ouvrage titanesque est l'original et c'est un trésor pour la ville de La Roche-sur-Yon qui en est propriétaire. C'est la première fois qu'il est présenté au public. Il faut savoir qu'on est sur des formats absolument monumentaux, qui n'avaient jamais été réalisés auparavant. Et là, sur cette planche, je trouve qu'elle est toute particulièrement attachante parce qu'on voit justement un des jeunes savants au travail. Donc, ils ont retrouvé donc, la main d'un colosse et ils sont en train donc, de prendre des mesures et éventuellement de présenter un coffrage pour pouvoir après donc, la rapatrier probablement au Caire. En arrière-plan, on découvre les soldats. Il faut savoir que les savants ne s'aventuraient jamais en Égypte tout seuls. Donc il était toujours sous la protection finalement des militaires. Les reproductions les plus parlantes de cette encyclopédie bientôt âgée de 2 siècles sont présentées dans cette exposition très pédagogique et accessible à toute la famille. Alors si le sujet vous intéresse, une conférence est justement prévue demain samedi à 15h à la médiathèque Benjamin Rabier de La Roche-sur-Yon sur l'aventure éditoriale de la description de l'Égypte. Le temps de votre week-end, eh bien, ce sera brouillard le matin et grisaille tenace pour ce samedi. Un peu de soleil pour les plus chanceux et de la fraîcheur pour tout le monde. Dimanche du soleil, mais lundi, eh bien, c'est le retour des averses. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve lundi, évidemment, même heure, pour le prochain point sur l'actu vendéenne. D'ici là, très bon week-end à vous tous et à lundi.